Bonjour chers amis et très chers ennemis et bienvenue dans Quelle semaine? Quelle triste semaine! Samedi dernier, une fois de plus, une fois de trop, la France a été frappée en la personne malheureuse d'un touriste allemand par le terrorisme. Il y a eu d'autres victimes aussi, mais le touriste allemand, lui, est mort. La France, c'est ce pays où l'on se fait tuer dans la rue à coups de couteau pendant qu'on se promène, et chez soi, en train de prendre un café, ou bien dans un bal avec des amis quand on a 16 ans et qu'on se prénomme Thomas. En France, samedi 2 décembre, non loin de la tour Eiffel illuminée, mais environnée d'obscurité, les Parisiens et les touristes se promenaient. Un terroriste était là, qui rôdait, invisible, anonyme. À un moment donné, il marche le long du pont de Bir Hakeim, il guette au hasard sa cible, il frappe à coups de couteau et à coups de marteau. Un touriste allemand meurt, d'autres seront blessés. Ce terroriste, sorti de la nuit, mais connu des services, se nomme Armand. Après, il prendra un autre prénom, Amin Rajabpour Miyandoab, nom difficile à prononcer. Il a 26 ans, c'est un terroriste de rue, et encore une fois, le terrorisme vient de surgir en plein cœur de Paris. Qui est ce tueur encagoulé? Lui, comme les autres, nous oblige à poser cette question. Tueur au couteau, tueur au marteau, tueur islamiste. On découvre avec effarement qu'il est bien connu des services de police. Il a même eu des relations avec les assassins des policiers de Magnanville, plus tard avec les gorgeurs du père Hamel. Il s'était félicité des attentats de Nice. C'est cependant un étudiant en biologie qui vit dans une famille qui a fui en raison des persécutions des mollahs, l'Iran. Cette famille n'est pas du tout musulmane et lui va tardivement se convertir à un islam radical. Et on découvre un personnage qui a ses bons amis, comme je vous le disais, le futur assassin du couple de Magnanville, l'un des égorgeurs du père Hamel et l'assassin de Samuel Paty. Il avait et il a de bonnes fréquentations. Repérable, les services de police avaient l'œil sur lui. En 2016, il se signale par une condamnation à 5 ans de prison, dont 4 fermes, qu'il effectuera avec un suivi psychiatrique. On sait qu'il est entré dans l'islamisme assassin radical par sa fréquentation avec un dénommé Maximilien Thibault, ancien membre de Forzana Alisa. On sait qu'il est dangereux. On sait qu'il est très dangereux. À compter de sa libération, le malin qu'une certaine presse et tout un personnel politique s'efforce de présenter comme un malade mental, le ministre de l'Intérieur en premier, va berner tout le monde. Il va faire croire à l'illusion de la déradicalisation et va même aller, lui qui est en plein islamisme radical, jusqu'à manger devant les membres de sa famille du porc et boire de l'alcool. La taquia. Et on va dire après que ce type est fou, alors qu'il est capable de dissimuler, de simuler, d'utiliser des instruments d'égarement, la nourriture, l'alcool. On va oser nous dire qu'il est fou. Alors la question qu'on doit se poser, que vous devez vous poser, que je me pose, qu'on se pose tous, c'est
que signifie cette volonté politique et médiatique de transformer en malade psychiatrique tout assassin islamique, d'où qu'il vienne, quoi qu'il fasse? Pourquoi d'abord et avant tout, au moment où on entend crier Allah Akbar et où le coup de couteau est porté et où le mort tombe, résonne, il est fou, il est malade. Pourquoi cette avidité psychiatrique? Le docteur Zaguri, que je connais pour l'avoir fréquenté dans les tribunaux, dans les cours d'assises, est un expert remarquable, un psychiatre. Il a expertisé beaucoup des grands criminels d'aujourd'hui. Écoutez ce qu'il dit, tendez l'oreille, pour ne pas être toujours pris pour des... Vous voyez ce que je veux dire? Je reste poli. Je ne vais pas faire comme Larcher. Il dit ceci: le suspect de l'attentat de Paris samedi ne présente en rien le profil d'un malade mental qui aurait échappé à la vigilance des médecins. Il était stabilisé sur le plan psychiatrique, mais sa croyance et son idéologie mortifère l'ont poussé à faire ce choix. Il a préparé son acte et il a revendiqué. Et il ajoute, le docteur Zaguri, petit traitement anxiolytique pour Darmanin, j'analyse aussi cela comme un affolement du politique face à la répétition d'actes de terrorisme. Alors une fois pour toutes, mais qu'il cesse de nous faire prendre des vessies pour des lanternes et des égorgeurs islamiques pour des psychiatriques. Ça marche plus, c'est fini. Et un autre psychiatre, le président du syndicat des psychiatres de la psychiatrie publique, dira « c'est un peu fort de café ». Associer les troubles psychiatriques à la commission d'actes de terrorisme est pour le moins hasardeux, voire, et le mot est lâché, démagogique. En réalité, tout cela, toute cette psychiatrisation ne signifie qu'une seule chose: courage, fuyons, on est incapable d'éradiquer le terrorisme, alors on préfère se défausser sur la maladie mentale. On en a marre de la psychiatrisation du crime. C'est en lien avec ce qui a pu se passer lors du drame de Crépol, du reste, où on a voulu inverser l'histoire, où on a refusé le racisme anti-blanc, où un abruti a parlé à propos de ce drame où un gamin de 16 ans, enfin un adolescent de 16 ans est mort de la guerre des boutons, où une abrutie, chercheuse au CNRS, a parlé de Roméo et Juliette à propos de ce crime. On a assisté à l'inversion des rôles. On a vu sur la 5 Cohen, on a vu un peu partout des journalistes s'efforcer de renverser la charge de l'accusation, et on a eu l'article immonde du Parisien qui a osé raconter une histoire à sa façon, en se fondant probablement sur ce que les avocats peuvent dire. Et je suis bien placé pour vous dire qu'il faut se méfier, parce que chaque avocat défend sa cause, et un journaliste qui n'entend qu'un avocat n'entend rien. Du reste, dans l'article, où il est dit que l'un des participants à la fête aurait tenu un propos raciste, il est précisé « confie ». L'un des témoins confie à la police. Non, un témoin, il ne confie pas. Il dépose ou il ne dépose pas. Rien que le choix de ce verbe montre à quel point l'article est pernicieux. Enfin, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on lutte? On a à l'heure actuelle 5200 personnes connues pour radicalisation. 20% seulement présenteraient des troubles psychiatriques. Chaque année, 80 condamnés pour faits de terrorisme sortent de prison. 80 condamnés pour faits de terrorisme. Probablement pas déradicalisés, probablement encore enfermés dans la radicalisation. Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, toutes les propositions arrivent. Il faut étendre la rétention de sûreté au terrorisme, créée en 2008. Marion Maréchal, d'une façon très liberticide et absolument pas juridique, parle d'arrestation préventive, ce qui est inconcevable, impossible. Tout ce qu'on peut faire, c'est de créer
une sorte de notion d'état dangereux qui permettrait au juge d'instaurer, si le Conseil constitutionnel le veut bien, ce qui n'est pas gagné, parce qu'en ce qui concerne les fameuses mesures qu'on appelle les MICAS, le Conseil constitutionnel avait retoqué la loi, faire en sorte qu'il y ait un véritable arsenal de mesures de surveillance coercitive, mais le Conseil constitutionnel pourrait absolument retoquer la loi. On est abandonné juridiquement, matériellement, physiquement. Il faut se le dire, il ne faut pas avoir peur de se le dire. On a affaire à des marchands de mots, à des menteurs de mots qui n'osent pas dire la réalité. Il faudrait voir complètement le fichage des S, nettoyer tout ça, et puis prendre des mesures de contrôle judiciaire à visée de lutte contre le terrorisme. Mesures fermes, sévères, strictes. Mais il faudrait arriver à obtenir que cela soit considéré comme constitutionnel. Pour l'instant, ayons le courage de le dire, on est démunis. Et comme le disait Valls, il faudra s'habituer. Non, moi je ne veux pas m'habituer. D'abord, il faudrait qu'on mette un frein à l'immigration, ensuite qu'on rétablisse le droit d'asile dans sa réalité, et qu'enfin, quand il y a signe de dangerosité, le juge, qu'on pourrait appeler celui de la protection des citoyens, prenne des mesures coercitives prolongeant la condamnation. Voilà. C'est comme ça qu'on sauvera des vies, et pas autrement, en ayant le courage. Au même moment où tout le monde se dispute, bien inutilement du reste, sur la question de la lutte contre le terrorisme, ici et là, on a des dérapages qui expriment finalement l'état, l'ambiance d'agressivité dans laquelle est la société. Le dernier exemple en date, inattendu, c'est celui du président du Sénat, Gérard Larcher. Alors qu'il répondait, je crois sur RTL, très calmement, comme il est dans son habitude d'être calme, de sa voix un peu pâle, sur une question concernant Mélenchon, il a osé, surpris même de son courage, étonné même de sa hardiesse, il a osé dire à Mélenchon « ferme ta gueule ». Ce qui est drôle, c'est de voir à quel point Larcher a décoché cette flèche insolente et grossière en s'étonnant lui-même. Et la question immédiatement qui a fusé de toutes parts était, et elle demeure, est-ce qu'un président du Sénat, troisième personnage de l'État, peut ainsi s'exprimer? En définitive, Larcher se mélenchonise. Si on se laisse tous aller à faire comme Mélenchon, non seulement on va réduire le vocabulaire à toutes les grossièretés qui existent, mais on va se foutre sur la gueule. Larcher a eu tort de faire du Mélenchon rond. Il a eu tort. Un président du Sénat ne devrait pas parler comme ça, mais c'est significatif de la décrépitude dans laquelle on tombe et de la volonté où se trouvent les hommes politiques, même les plus calmes, même les plus feutrés, les plus édredons, de faire quelque chose pour être dans la punchline, exister le temps d'un éclair médiatique. Et voilà pourquoi Larcher a dit à Mélenchon, qui s'en fout et qui ne la fermera pas pour autant, ferme ta gueule, parce que c'est l'ambiance. Il y a une atmosphère de violence, une atmosphère d'invective de partout, générée par la France insoumise, mais reprise. Il y a une atmosphère de grossièreté. Et Larcher a fait partie de cette atmosphère. Il a été pris dans l'atmosphère. Atmosphère, Larcher va dire, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Pendant que Larcher dit à Mélenchon de fermer sa gueule, les affaires continuent en Europe. Il y a de plus en plus des ondes d'ombre, apprend-on, dans l'affaire du Gatergate. Vous savez, cette fameuse affaire qui a défrayé la chronique européenne, il fut un temps. Alors, on en reparle parce que les dossiers du Gatergate ont révélé certaines choses. Alors, vous vous rappelez que la vice-présidente du Parlement a été impliquée, que un socialiste vice-président ou président d'une ONG
se préoccupant de la défense des droits de l'homme, a été aussi impliqué, et d'autres personnes. Alors, on a trouvé des documents issus de l'enquête qui ont pu être consultés par les journalistes de Politico. Ces documents détaillent le lobbying actif du Qatar, mais aussi, tenez-vous bien, du Maroc et de la Mauritanie. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les souterrains lugubres de l'Union européenne? Plus de 300 tentatives présumées de manipulation de la démocratie européenne ont été recensées. Rien que ça. Le Qatar, le Maroc et la Mauritanie auraient dépensé environ 4 millions d'euros pour exercer leur influence. Pour le Qatar, ça vous intéresse peut-être de savoir ce qu'il voulait. Son action a visé à faire échouer pas moins de 6 résolutions parlementaires condamnant le bilan du pays en matière de droits de l'homme, ou encore pour conclure un accord d'exemption de visa entre Doha et l'Union européenne. La Mauritanie, ça vous intéresse de savoir? Elle aurait empêché qu'un militant anti-esclavagiste remporte le prestigieux prix Sakharov qu'il méritait de l'Union européenne pour les droits de l'homme. Ça va, c'est bien les droits de l'homme à l'Union européenne, hein. Ça rapporte les droits de l'homme, hein. C'est rentable. Je vous rappelle que parmi les mises en cause, nous avons des spécialistes des droits de l'homme, hein. Il faut savoir quand même que l'esclavage est encore présent en Mauritanie, où selon des ONG, il concernerait 2% de la population. Alors on a su beaucoup de choses aussi par Pier Antonio Panzeri, qui est un repenti. Voilà, c'est quand même inquiétant, préoccupant de savoir que dans l'Union européenne, elle qui vante les droits de l'homme, on palpe du pognon pour négocier des choses qui concernent les droits de l'homme. Allez mes amis, espérons que la semaine prochaine sera plus facile. Et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite fée clochette qui est sur votre droite. On a des choses à se dire, on a des choses à s'apprendre et on a des choses à dénoncer.